c'est la mélancolie ça va être la tristesse. que la fête est passée. Nous arrivons donc à faire cet événement que le CNRS a pu vouloir mettre en place la personnalité représentée par Monsieur Alain Fuchs. Le général Wellington, qui a gagné Waterloo, tout ça, qui disait « Il y a une tristesse après la défaite, mais il y a une tristesse encore plus grande après la victoire. » Ah, vous êtes Olivier Volton? D'accord, alors Olivier Volton. C'est votre invitation? Oui, mais j'ai pas mon nom. Ah, d'accord, donc vous êtes monsieur. Edgar Morin est en haut déjà. Ce qui est important, c'est tous ses amis, ses vieux amis qui sont là aujourd'hui, toutes les personnes qui l'aiment. Quelques-uns m'ont manqué. Pas quelques-unes. Ça peut être les uns et les unes, mais enfin, c'est-à-dire que c'est normal. J'ai d'abord des amis qui sont loin. Dans le fond, j'ai tellement eu, dans une vie longue, et des amis dans différents pays, beaucoup d'amis. Alors il y en a, j'ai des trous, évidemment, il y a que j'ai oublié. C'est quoi Terre Patrie? C'est ça. Vous faites aussi aujourd'hui vos 60 ans de CNRS, par la même occasion. Si on peut dire. La Ouais. Touraine. Et à bientôt. Comment allez-vous? Vous allez bien? On les connaît tous, en fait, vous avez maintenant tout connaître. C'est très bien. Je vais demander donc à Monsieur Alain Fuchs, président du CNRS, de nous faire son discours. Depuis l'an zéro de l'Allemagne, en 1946, jusqu'à La Voix, sortie au début de cette année. Personnellement, j'aime beaucoup celle qui a trait à tes origines. Je suis Naoum, fils de mon père, et Morin, fils de mes œuvres. Une citation qui est reprise dans ce très bel ouvrage Edgar Morin, au risque d'une pensée libre, dont on vient de faire la mention et que vous aurez tous en sortant ici. Et voici votre monsieur Hermès, madame. Edgar Morin avait fait partie de ceux qui avaient validé, valorisé la société de la communication de masse, et j'arrive au moment où naturellement elle vit tendait totalement, on ne veut plus parler que de l'individu, mais quand même l'idée que sans trop se faire d'illusions sur l'homme, il existe quand même une marge de manœuvre. Ce qui est quand même important dans l'époque actuelle, une forte capacité de résistance au conformisme, même si on en souffre beaucoup, parce que le fait de ne pas être conformiste, on vous le fait payer, une sensibilité, je l'ai dit, à la communication, évidemment quand même très tôt chez lui, une sensibilité à la mondialisation, ce que j'ai en commun, et sur le fait que les sciences de la communication sont des sciences qui sont indispensables pour essayer de gérer la paix et la guerre de demain, puisque plus nous nous verrons, plus nous serons proches les uns des autres, plus évidemment les différences seront insupportables, donc plus nous aurons des chances. Hélas, communication triomphante oblige.
de créer de l'incommunication et des conflits. Donc voilà, Edgar Morin, c'est une histoire qui va de la guerre jusqu'à la voie, si je puis dire, et finalement, la communication, c'est une voie, c'est-à-dire c'est une recherche, c'est plus un chemin qu'un aboutissement, c'est toujours à recommencer, et je pense que là, il y a quelque chose de commun entre son destin et le mien. J'ajoute qu'il porte l'histoire politique et l'histoire intellectuelle qui fut très violente. Et je reviens d'un mot sur la vision libre et politique, parce que comme il y a eu un trio à un moment donné, Alain Touraine n'était pas loin qui est dans cette salle et que je salue avec beaucoup d'amitié, il y avait un trio politique qui était Edgar Morin, Castoriadis et Lefort. Ça a pas mal déménagé, ça fait beaucoup de conflits, pas beaucoup de paix civile. Et je salue tous les intellectuels qui sont encore parmi nous, qui ont eu le courage de refuser cette dichotomie et de se battre dans un camp ou dans l'autre pour essayer d'élargir un peu. Mais nous avons totalement oublié ce que fut la barbarie intellectuelle, la violence de cette guerre civile qui faisait qu'il n'y avait pas d'autre solution que la dichotomie. Donc on respire, je ne sais pas combien de temps on respirait intellectuellement, et on essaie. Castoriadis, c'était une intelligence exceptionnelle qui mêlait de la psychanalyse à l'anthropologie et à la sociologie. Donc c'était inaudible à l'époque, sur une recherche justement de la complexité, d'une certaine manière avant même Morin. Quant à Claude Lefort, c'est probablement un des théoriciens de la démocratie les plus intelligents qui soit, parce qu'à la fois il a pris les éléments nécessaires du marxisme, les éléments fondamentaux de la démocratie contemporaine, c'est-à-dire la croyance dans le citoyen, dans le suffrage universel, et en même temps une espèce de vision critique et ouverte qui laissait la possibilité à l'histoire de s'écrire. Donc ces trois individus, plus Edgar Morin, ça a fait un trio qui a été complètement contesté et beaucoup détesté, et qui je pense rétrospectivement va énormément marquer. On était des marginaux, on était hors des grands courants. À l'époque structuraliste, on était tout à fait en dehors. On n'a jamais été dans le courant dominant. C'était quelque part pour la défense de l'homme, dans un univers où en fait on voulait faire disparaître l'homme dans une vision systématique. Et qui était leur ennemi? Leur ennemi, c'est en gros tous ceux qui étaient finalement anti-humanistes, qui forment le paradoxe de ce XXe siècle, c'est que c'est à la fois un siècle de libération d'individus et un siècle à-humain. On n'aimait pas l'homme, on n'y croyait pas, et d'une certaine manière on n'y croit pas plus aujourd'hui, simplement on le combat moins. Et c'est pour ça peut-être que eux ils sont pas tellement, ils sont connus, mais aussi pas reconnus comme ils devraient l'être, parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'histoire officielle quoi, de la pensée. L'histoire de la vie intellectuelle de la deuxième partie du XXe siècle, elle n'est pas écrite du tout, parce que ceux qui l'écrivent aujourd'hui, c'est ceux qui l'ont dominé. Et ceux qui l'ont dominé l'ont en bonne partie écrasé. Tous ceux qui se sont battus pour libérer la question de l'homme, poser la question de la responsabilité historique, dépasser la question du communisme et de la démocratie classique, essayer de voir ce qu'il pouvait y avoir d'utopique dans les deux cas, etc., n'était pas entendu. Et, ou bien vous étiez réactionnaire, ou bien vous étiez marxiste, mais il n'y avait pas le choix entre les deux. Je pensais aussi à mon ami José Vidal Benedetto, qui était très proche, qui revient. Et pour moi, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, ils vivent quand même en moi. Et je dirais plus encore des amis plus anciens comme Dionys Mascolo, Robert Antelme, ils sont vraiment très présents. Alors bien entendu, il me manque, mais dans un sens, ils ne sont pas dissous, ils ne sont pas dans l'absence véritable ou totale. C'est pour ça que j'ai voulu chanter pour Rudebeuf, que sont mes amis devenus, c'était ça. Mais c'est très aimable. Et je suis extrêmement honorée que vous ayez maintenu votre invitation malgré mon changement d'affectation. En plus, c'est un endroit magnifique. Ça va, tu vas bien? Ouais, tu vas bien. Assois-toi là. Je m'assois, je m'assois. Nous avons le plaisir de compter parmi nous ce soir donc, Madame la ministre Valérie Pécresse. On peut la remercier très fortement de prendre du temps et que le politique vienne nous visiter. On est très heureux de vous avoir avec Madame la ministre et on vous remercie beaucoup d'avoir fait cet effort d'être venu. Donc, bien sûr, je pense que c'est pour Edgar Morin, mais c'est aussi pour la science. Monsieur le professeur, cher Edgar Morin, l'une des choses qui m'ont fait tant aimer le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est qu'il m'a permis de faire des rencontres exceptionnelles et de dialoguer avec des penseurs et des chercheurs tout simplement éblouissants. Alors la liste est trop longue, et puis je risquerais de faire des jaloux pour que je les cite tous, mais je me permets d'évoquer ici juste la mémoire de deux d'entre eux, c'était Georges Charpak et Claude Lévi-Strauss. Toutes les décisions
que j'ai pu prendre ne prennent sens que dans un univers dont les coordonnées ont toutes été définies à un moment donné par la recherche. Mes priorités, mes valeurs, les problèmes auxquels je devais faire face, tout cela est l'expression d'un héritage personnel et intellectuel qui a été largement façonné par nos scientifiques et dans lequel j'inclus naturellement, et aujourd'hui plus que jamais, les sciences humaines et sociales, dont l'influence sur notre manière de voir le monde est déterminante. Je crois qu'il n'y avait pas plus beau cadeau ce soir à vous faire que de créer une bourse interdisciplinaire Edgar Morin. Un excellent anniversaire, c'est 90 ans que vous parlez. Chers amis, c'est trop, c'est du posthume. C'est aussi beau que du posthume. Et je suis vivant. Merci, merci, Madame la Ministre, Monsieur le Président Fuchs, et toi, Dominique, et vous, ceux de l'Institut des sciences de la communication qui avez préparé cette réunion avec tant d'amitié, tant d'affection. Et vous ici, chers amis qui représentent les différents moments de ma vie, puisque je vois la petite Vera qui était sur mes genoux à Toulouse, je vois Alain Tourelle avec qui je suis entré au CNRS au même moment, je vois tant d'autres visages, et chacun, c'est un kaléidoscope où je revis ma vie. Écoutez, 60 ans de recherche au CNRS, 90 ans d'âge. Moi, je préférerais 90 ans de recherche au CNRS et 60 ans d'âge. Je n'y peux rien. Et voilà que j'ai rajeuni en entrant au CNRS. Je suis resté jeune chercheur jusqu'à l'âge de 50 ans, je crois. On était très mal contrôlé parce que si le contrôle disciplinaire avait joué, on m'aurait chassé dès la 3e année. Parce que j'ai vagabondé, et puis vous savez, dans le fond, je n'ai pu écrire et travailler à la méthode que parce que j'étais au CNRS. Nulle part j'aurais trouvé le temps, les moyens de pouvoir faire ce travail. Donc, si vous voulez, j'ai bénéficié et des qualités et des défauts du CNRS, qui a tant fait pour moi. Merci. Le travail qu'il a fait dans la méthode sur 6 tomes, c'est tellement énorme que je ne sais pas si dans la durée d'une vie, il faut vraiment faire ça. Voilà. Davantage que Solzhenitsyn. Oui, sauf que le génie de la littérature par rapport aux sciences humaines, c'est la même chose. C'est qu'un romancier, il va plus fort, plus loin, plus large. Alors que nous, dans les sciences sociales et humaines, on pense qu'il faut fonder tout ce qu'on dit, et le fonder, le refonder, le légitimer, ça prend tellement de temps qu'on y passe une vie. Heidegger a dit très justement, jamais on n'a su autant de choses sur l'homme, jamais on a su que cet être humain. Eh bien, c'est ça un peu le travail fondamental. Ça, il faut retrouver ce que nous sommes, être humain. Et Moreau l'a dit très bien aussi, dans notre grandeur et notre misère, dans la tragédie que nous vivons tous, et en même temps les bonheurs que nous sommes capables de goûter tous. C'est à ça que l'on comprend vraiment la nécessité d'une autre forme de pensée. Un écrivain, quel qu'il soit, ou un poète, il est libéré de la question de la forme, il n'est que sur l'émotion, tandis que nous, la condition d'existence des sciences sociales, c'est la castration du côté du style. Et donc avoir absolument, on regarde leurs textes. Je veux dire, c'est long, c'est compliqué, c'est référentiel, et tu as en général 3 pages de texte, 15 pages de bibliographie. Cher Edgar Morin, bonsoir. Voilà, vos amis m'ont invité pour venir vous parler de musique ou peut-être évoquer un peu mon métier. Notre métier est fait d'empathie. Il y a 2 empathies importantes. C'est d'abord l'empathie d'être ensemble. Et la deuxième empathie, c'est d'être un peu en empathie avec les compositeurs qu'on va jouer et évoquer ce soir. Pour parler de musique, il n'y a rien de mieux que d'en faire, simplement. Les lieux sont un peu étroits, on ne pouvait pas venir à 54 jouer cette symphonie pour vous ce soir, mais voilà, on va accepter ce thème tel qu'il est. Je voulais vous parler de Nietzsche, mais je n'en ai pas les armes ni la compétence. Mais par contre, on va vous jouer du Nietzsche ce soir, parce qu'il a écrit de la musique, j'ai trouvé apprécieuse.
Donc ça, c'est une exclue mondiale. C'est seulement pour vous. Donc, de Nietzsche, une pièce absolument adorable qui s'appelle So l'Achtermal, bon, j'en peux pas mon allemand, rit donc un peu, et vous allez voir déjà que, paradoxalement, il y a une contradiction entre le titre et la musique. Vous avez compris qu'on joue une musique. Elle lui a apporté un gâteau avec ses 69 ans et moi je lui donne de quoi diriger les prochains années prochaines, pas 69 ans, 99, non, 123, à 648. Et je lui donne naturellement de quoi maintenant pouvoir faire de la musique avec son ami, c'est-à-dire... Donc la nature.
Je trouve que c'est le plus beau métier, chef d'orchestre. Maintenant, c'est la séquence On est interview. là, on dirige, on est noyé dans ce qu'on dirige, Ah, c'est formidable. Ça, j'aurais aimé. Surtout que je ne m'attendais pas à ce que les images que j'ai tournées d'Edgar soient présentées ce soir. Alors je suis doublement contente. La même chose? Oui, la même chose. Je vais lui mettre ce côté-là. Voilà, ça va pas. C'est excellent, madame, ce que vous avez fait. Excellent. Madame, merci, madame. Dites-lui. Lui, il est spécialisé Edgar Morin. Bon anniversaire Edgar, de toute manière. C'est un must. Allez. Et à chaque fois, Vous avez filmé? c'est toujours le même verre. C'est toujours le même verre. Je cherche Dominique Volton. On a gagné la bataille du réveil. On a pu réveiller, on a pu réveiller pas mal d'esprits, surtout, disons, je pense, Stéphane Hessel avec son indigne bout. Il a secoué une léthargie. Claude Alfondéry, en lançant les États généraux de l'économie sociale solidaire, a montré qu'une autre économie est possible, il y a un éveil aussi. Moi, de mon côté, j'ai fait la voix, je montre qu'une autre voie est possible. Les ONG, c'est une victoire, l'écologie, c'est une deuxième victoire. Oui. La musique moderne et contemporaine et les formes de solidarité qu'il y a derrière, c'est une victoire. Et toutes les formes d'association. Les enfants de Woodstock, ça existe encore. Bien sûr. Et ce qu'on appelle les insoumis, mine de rien, c'est une sacrée résurgence qui n'était pas prévue. Et ça va faire tache d'huile dans tous les pays. On a réveillé, mais réveiller, ça ne suffit pas. On se réveille, après il y a lève-toi et marche. Mon enfant, ma vie, mon histoire, ma survie. L'histoire, c'est non, n'oubliez pas folie. Toi. L'écriture, amour universel, inconditionnel, les aussi sans conteste de la vie, le sel, comme les effluves du volcan, jaillissent devant les amours spirituels que vous, mon amant. Exaltation de sa passion de l'autre, passion de soi, l'attention et l'attention sont bien palpables, cela va de soi. Amour universel, inconditionnel, mais aussi sans conteste de la vie, le sel. Du conditionnel à l'exceptionnel, à l'exponentiel. Soyons tous, aime, écoute les sentiments, écoute ton essence essentielle à tes sens, c'est sensationnel, sans obsession substantielle. Amour universel, inconditionnel, mais aussi sans conteste de la vie, le sel. Une aide qui mondiale arrachée à sa liberté naturelle, amour universel, inconditionnel. Tentons d'être passionnels, tentons d'être naturels, tentons d'être tous. Aime, c'est le signe de la solidarité. Merci. Monsieur Carmorin. Merci à toutes et tous. Et vive l'humanité. Et vive l'espèce humaine. Si mes enfants nous accompagnent,
incommensurable événement pour un homme qui nous aide à vivre. C'est mon grand-père. J'écris plusieurs prénoms, parce que ma petite sœur n'a pas pu être là. J'ai demandé à mon frère de signer pour moi quand il écrirait quelque chose. J'avais peur d'écrire dans des directions un peu opposées à la normale, quoi. Je suis content. Incroyable d'être là.